Les émeutes de la faim pourraient se multiplier selon un responsable du programme alimentaire mondial de passage à Paris. Une trentaine de pays seraient ainsi menacés. Le prix des céréales continue à flamber. En cause l'explosion de la demande, l'essor des agrocarburants, mais aussi la spéculation. De nombreux opérateurs qui ont perdu beaucoup d'argent avec les crédits à risque américains se tournent à présent vers les marchés des produits agricoles. Christelle Méral. La terre aride. L'Australie et l'Ukraine, grands pays agricoles, ont connu une grave sécheresse en 2007. En revanche, il a beaucoup plu en Europe. Du coup, les récoltes ont été mauvaises dans le monde l'an dernier. Dans le même temps, la demande de produits alimentaires explose. Besoin de maïs pour les biocarburants, mais surtout appétit grandissant des pays émergents, Inde, Chine, Brésil, Turquie. La population augmente, les classes moyennes se développent, elles mangent plus et mieux. Il est absolument nécessaire pour répondre à cette hausse de la demande mondiale que la production puisse se développer au même rythme. Or, les problèmes climatiques ont empêché l'année dernière la production de continuer à se développer au même rythme que la consommation. Les stocks et l'offre sont descendus à un niveau très faible, ce qui a fini par faire exploser les prix. Ainsi, les prix du riz et du blé ont doublé en un an, de quoi attirer les spéculateurs. La bourse de céréales de Chicago est fébrile. Les investisseurs délaissent les actions car la bourse a chuté de 30% avec la crise des subprimes. Ils se reportent sur le marché des produits agricoles et contribuent à faire monter les prix. Les compagnies d'assurance, les banques, les fonds de pension, tous ces investisseurs sur les marchés financiers aujourd'hui cherchent à faire des plus-values, ils cherchent à spéculer. Et typiquement, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, eh bien, c'est acheter un droit de propriété sur le blé. Donc ils achètent leur blé, ils ne se le font pas livrer bien entendu, mais ils achètent un droit de propriété. Et puis, comme les prix du blé augmentent, eh bien, dans 2 ou 3 mois, ils revendront leur droit de propriété sur le blé. Et donc ils auront fait une plus-value. La spéculation vient donc renforcer la hausse des prix. Mais selon cet économiste, les spéculateurs ne sont pas les plus à blâmer. Les responsables de la crise d'aujourd'hui sont ailleurs. Qui est-ce qui a foutu en l'air les politiques agricoles dans les années 80 et 90 dans le cadre des plans d'ajustement structurel? Ce sont bien le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Aujourd'hui, ils pleurent des larmes de crocodile. Que n'ont-ils entendu un certain nombre de gens, dont en particulier les économistes du développement français, qui étaient partisans d'un maintien de politiques agricoles dans le style de la politique agricole commune? Aujourd'hui, plusieurs gouvernements de pays pauvres veulent relancer les productions locales. Mais cela prendra de longues années. La crise alimentaire ne fait que commencer. La liste macabre s'allonge. Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier ont reconnu aujourd'hui devant la cour d'assises des Ardennes un 5e meurtre, celui de Natacha Danet, une adolescente de 13 ans retrouvée morte en 1990 sur une plage de Vendée. Une autre famille assistait également à l'audience aujourd'hui, les parents de Johanna Parish, une autre victime présumée de Fourniret. Philippe Castel, Gaël Andols. Visite impromptue ce matin de parents de victimes qui s'invitent au procès Fourniret. Monsieur et Madame Parish sont anglais. Leur fille est morte près d'Auxerre. Michel Fourniret et Monique Olivier ont été mis en examen dans cette affaire 15 jours avant le procès. Nous n'avions jamais auparavant atteint ce stade dans la procédure. Nous sommes venus ici sans savoir exactement ce que l'on peut espérer du procès. Mais tout le monde doit savoir que 18 ans plus tard, notre détermination est toujours la même. Le père de Johanna est aussi venu rencontrer la famille de Natacha Danet, victime la même année de Fourniret. Les deux familles pensent depuis les aveux que Fourniret confond les deux affaires et se trompe entre Natacha et Johanna. Il a laissé Natacha entièrement nue, etc., sans vêtements, alors qu'elle avait des vêtements qu'on l'a retrouvés. Et alors que Johanna Parish, elle a été retrouvée nue, donc il y a certainement... il est possible qu'il se trompe, oui, tout à fait. Natacha Danet a été retrouvée morte sur une plage de Vendée. Elle était habillée et poignardée alors que Fourniret, dans ses aveux, précise qu'il l'avait étranglée et déshabillée, ce qui est justement arrivé à Johanna Parish. À l'audience, Michel Fourniret a demandé de s'expliquer devant monsieur et madame Parish, ce que les parents ont refusé. Michel Fourniret voulait, lui, s'expliquer sur ce qu'il a fait concernant Johanna Parish. Il n'a pas dit « je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas coupable ». Il a dit « je peux me tromper ». Et finalement, ce dialogue a été interrompu parce que personne ne veut qu'on sorte de l'épure de ce procès. Il est cependant peu probable que si Michel Fourniret avait eu aujourd'hui l'occasion de s'expliquer devant les parents de Johanna Parish, c'eût été pour consentir de nouveaux aveux dans une affaire qu'il a toujours niée, même comme Monique Olivier l'accusait.
L'enquête progresse dans l'affaire Karim Achoui. L'avocat qui a défendu plusieurs parrains du milieu parisien avait été blessé par balle en juin dernier. Cet après-midi, il affirme avoir reconnu l'un de ses agresseurs parmi les 6 suspects qui lui ont été présentés. Joseph Tual, Salah Grabi. Le 36 quai des Orfèvres, Maître Achoui connaît bien. Il est l'avocat de nombreux truands. Mais aujourd'hui, les policiers l'ont convoqué pour reconnaître parmi 6 hommes en garde à vue celui qui, l'été dernier, lui a tiré dessus. Dans le nombre de personnes qui m'ont été présentées, j'ai reconnu sans hésiter un homme qui est, selon moi, mon agresseur. Et vous êtes formel, maître, vous n'avez jamais eu affaire à lui, vous n'avez jamais travaillé pour lui? Jamais. Le 22 juin 2007, 22h15, Maître Achoui sort de son cabinet. Sur le trottoir, 2 personnes l'attendent sur un scooter. Le passager descend et fait feu à 3 reprises. Maître Achoui s'écroule, 2 balles de gros calibre l'ont touché. Laissé pour mort, celui-ci s'en sort. Hospitalisé, c'est de son lit qu'il témoigne. Qu'il est 22h15. Je suis à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Grenelle avec 2 balles de 11,43 dans le corps. J'en porte encore les séquelles et en repensant à cette scène, seule la peur m'anime. À l'époque, l'avocat accusait également des policiers d'être les commanditaires de son agression. Des services de police qui ont toujours récusé de telles accusations. Quand Maître Achoui avait parlé de règlement de compte organisé et orchestré par les services de police, il avait jeté l'opprobre sur toute l'institution policière. Karim Achoui, 40 ans, est déjà une star du barreau de Paris. Jet-setter pour les uns, avocat du milieu pour les autres, il ne laisse pas indifférent, l'homme est brillant. Fier de sa récente acquisition, la robe d'avocat de François Mitterrand. Il reste maintenant aux enquêteurs de la crime à établir le ou les mobiles de la tentative de meurtre dont l'avocat sulfureux fut la victime. La commission Copé sur l'avenir de la télévision publique remettait son premier rapport d'étape aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. Elle propose une suppression progressive de la publicité ainsi qu'une simplification de la gouvernance de France Télévisions. Un premier rapport vide pour les syndicats. Ils s'inquiètent, comme les parlementaires socialistes, membres de la commission, du financement de la suppression des écrans publicitaires. Les explications de Jean-Jacques Perrault et de Mohamed Ouati. Il y a 2 mois, c'est en grande cérémonie que le président de la République installait dans les salons de l'Élysée la commission présidée par Jean-François Copé. Aujourd'hui, c'est en privé et sans caméra que ce dernier lui remettait un premier rapport d'étape sur la nouvelle télévision publique. Un document de 17 pages, baptisé « Rapport de méthode », qui évoque peu de solutions concrètes sur l'avenir des chaînes publiques et reste vague sur leur futur mode de financement. L'idée, c'est de commencer à installer le décor de notre réflexion. Par exemple, de réfléchir à ce que seront les attentes des téléspectateurs de demain. Sur la partie financière, eh bien, on voit bien que le sujet majeur, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on compense la perte de publicité. Donc, il y a plein de pistes qui sont ouvertes. On y travaille. La première étape, déjà, c'est de dire que ce sera supprimé progressivement. Il n'y a absolument rien dans ce rapport. Et c'est inquiétant ? C'est inquiétant forcément parce qu'on est mi-avril, c'était censé marquer un point d'étape quand même important avant le rendu final qui est prévu le 25 juin. Et aujourd'hui, on n'est pas plus avancé, notamment sur la question essentielle qui reste la clé de ce débat, qui est le financement. Les parlementaires socialistes, membres de la commission, se disent inquiets eux aussi du flou sur les futurs modes de financement. Une incertitude qui, disent-ils, fragilise déjà l'audiovisuel public. Il n'y a plus de projet dans le service public. On prépare en ce moment dans le service public, dans la télévision, c'est à 2 ans qu'on prépare les émissions, les projets. Ils ne savent pas. Donc je veux dire, on est en train de paupériser les émissions de 2009 et de 2010 du service public en leur disant pas sur quel pied danser. La remise du rapport définitif est fixée au 25 juin. Le projet de loi qui en découlera sera discuté au Parlement au cours de la session d'automne. Le rêve s'est arrêté en quart de finale de la Coupe de France de football pour les joueurs amateurs de Carquefou. Vous l'avez peut-être vécu juste avant ce journal sur notre antenne. L'équipe de CFA2 n'a pas réussi l'exploit face aux Parisiens. Les Carquefoliens s'inclinent 1-0. Serge Gian. Pour affronter Carquefou, tombeur de Nancy puis de Marseille, Paul Le Guen ressort la carte jeune. Des jeunes Parisiens timorés face au phénomène de l'année en blanc. Ils sont agents immobiliers, barman ou étudiants. Ces footballeurs amateurs veulent prolonger leur rêve de Coupe de France. Recroquevillé en défense, Carquefou tient en échec un Paris Saint-Germain dominateur et prudent. Aucune occasion nette durant la première période. 0-0 à la pause. La rencontre
va basculer à la 75e